Ça va être aussi une catastrophe écologique puisqu'on va bétonner, puisqu'on va faire venir du tourisme en masse. On est sur plein de projets qui vont aller à l'encontre de tel parc, de tel jardin ouvrier. Il y a des gens qui méritent des petits terrains de sport, des petites piscines et on va leur faire des grandes infrastructures. C'est un énorme gâchis écologique et j'ai vraiment pas envie de participer à ça, donc je boycotte complètement. Depuis des mois, on ne parle que des JO de Paris dans des termes négatifs. À croire que tout est fait pour gâcher la fête. Et si finalement, les Jeux Olympiques et Paralympiques se passaient bien ? L'histoire regorge de jeux sans faute, malgré quelques faux départs et des défis colossaux. Alors tout au long de la semaine, on se demande comment réussir ces Olympiades. Épisode 2, des Jeux durables. On sera au rendez-vous, on sera prêt. C'est un moment immense d'émotion, de joie. On est en train de jouer l'image de la France sur les 5 prochaines années, l'image de la France sur la décennie. On a envie de célébrer ce moment comme il se doit. Ces jeux vont nous faire du bien. On sera prêt. Donc de toute façon, on n'a pas de choix, il faut réussir. Chers auditeurs, savez-vous que la devise des Jeux Olympiques avait changé avant les JO de Tokyo ? Tout le monde connaît le leitmotiv originel, Citius, Altius, Fortius en latin, qu'on peut traduire par plus vite, plus haut, plus fort. Une formule très célèbre qui date de 1894 à la création des Jeux Olympiques autour de Pierre de Coubertin. Elle n'a pas évolué pendant plus d'un siècle, jusqu'à la 138e session du Comité international olympique à l'été 2021. With this, I would like to ask you who agrees with this proposal of amendment for the Olympic Charter. Please raise your hand. Désormais, il faut dire Citius, Altius, Fortius communautaire, soit plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. C'est donc la solidarité que le CIO a voulu consacrer dans sa charte et peut-être que dans les années à venir, s'ajoutera à la devise Virdius, plus vert. Car figurez-vous que l'écologie prend une place de plus en plus importante dans l'organisation des Jeux Olympiques. Pour réussir cette édition, les organisateurs insistent énormément sur la sobriété. Pour en discuter, j'ai évidemment décidé de faire appel à Sébastien Julian, chef de la rubrique Climat de l'Express. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, comment on peut organiser des Jeux Olympiques sobres sur le plan environnemental ? La réponse facile à ta question, ce serait de dire on minimise les déplacements, on accueille moins de public. Mais évidemment, ce serait contraire à l'esprit même des JO qui cherchent à être une grande fête populaire. Donc, ce qu'on va faire, en fait, là où on va agir en priorité, c'est sur le plan des constructions, parce que c'est le poste, en fait, le plus coûteux en matière d'émissions de CO2, en raison de l'utilisation de ciment, mais aussi ensuite le chauffage, l'électricité, la climatisation. Et à Paris, ce qui a été décidé, c'est de réduire au maximum les constructions nouvelles. Donc il y en aura très peu. L'Arena porte de la Chapelle pour les compétitions de gym, de badminton, le centre aquatique à Saint-Denis où il y aura de la natation synchronisée, du water-polo, du plongeon. Mais pour le reste, c'est soit du provisoire, soit des installations déjà existantes. Alors à Paris, il y a eu un véritable changement de paradigme, à savoir, par exemple, qu'il y aura très peu d'installations qui ont été construites et qu'elles sont justifiées pour être utilisées par la suite. C'est la première ville, Paris, à appliquer ces changements. Si vous avez écouté l'épisode d'hier, vous reconnaissez Jean-Loup Chaplet, professeur de management public à l'Université de Lausanne et ancien cadre du CIO. Dans le cas contraire, mettez cet épisode en pause et allez l'écouter, vous ne le regretterez pas. La politique, avant la politique actuelle d'utiliser des installations existantes, consistait à construire des installations et construire plus beau et plus grand, car les maires en particulier poussaient à cette politique. Mais bien sûr, ça posait un problème pour après les Jeux, pour l'utilisation des installations qui étaient trop grandes et puis qui surtout coûtaient très cher à maintenir pendant une très longue durée, souvent beaucoup plus cher que les frais de construction. L'exemple le plus connu est celui de Montréal, où un immense stade olympique a été construit dans l'est de la ville, mais qui n'a quasiment jamais été rempli depuis les Jeux olympiques. Si tu me permets d'intervenir ici, Charlotte, ces infrastructures gigantesques, elles ont un nom, on les appelle les éléphants blancs. Les éléphants blancs, d'où il vient ce nom, Sébastien ? Alors, un éléphant blanc, c'est une métaphore qui fait référence au roi de Siam, donc l'ancienne Thaïlande. Et ces rois avaient pour coutume d'offrir des éléphants blancs en cadeau diplomatique. Mais c'était un cadeau empoisonné parce que l'animal coûtait cher à nourrir, à entretenir, il ne produisait rien. Et par analogie, aujourd'hui, un éléphant blanc, c'est un méga projet d'infrastructure qui
apporte plus de coûts à la collectivité que de bénéfices. Et donc réussir les JO de Paris, dès le départ, c'était faire des JO sans éléphant blanc. Merci pour cette définition et je redonne donc la parole à Jean-Loup Chaplet. Les exemples d'éléphants blancs sont relativement nombreux dans les candidatures récentes. J'ai cité le cas du stade olympique de Montréal, construit en 1976, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples. Par exemple, le stade olympique d'Atlanta, 1996, qui a ensuite été démoli alors qu'il avait été construit à grands frais par le comité d'organisation. Il y a aussi toutes ces pistes de bob et de luge qui sont construites pour les Jeux d'hiver, qui sont rarement utilisées après coup parce qu'il y a très peu de gens qui font du bob et de la luge. Après la fête, restent ces images des sites olympiques à l'abandon. Crise économique, corruption, effondrement des finances publiques. L'État de Rio était déjà en faillite bien avant les Jeux. Tout ça, c'est un manque complet de planification. L'idée, c'était de réaliser l'événement, mais après, on ne savait pas quoi faire de tout ça. Alors, un cas en France assez célèbre, malheureusement, c'est les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, où toutes les installations ont été détruites après les Jeux, sauf la grande patinoire qui avait été construite à Grenoble. Et donc, c'est vraiment un mauvais exemple qui n'a heureusement pas été suivi par Albertville, 92, les derniers Jeux d'hiver organisés en France, où plusieurs des installations qui ont été construites spécifiquement pour ces Jeux, à savoir la piste de bob de La Plagne, les tremplins de Courchevel, la patinoire d'Albertville, sont utilisées et seront réutilisées pour des Jeux dans les Alpes en France en 2030. Donc effectivement, une nouvelle ère s'ouvre pour les Jeux Olympiques, à savoir l'ère de l'absence de construction. On a vu qu'à Paris, il y avait très peu de constructions nouvelles, mais à Los Angeles, en 2028, les prochains Jeux d'été après ceux de Paris, il n'y aura absolument aucune construction. Ce seront toutes des installations existantes qui seront utilisées, y compris un stade de slalom de canoë-kayak qui se trouve dans l'Oklahoma et non pas directement à Los Angeles. Sébastien, il y a eu peu de constructions pour Paris 2024, mais il y en a quand même quelques-unes. Comment on s'assure que celles-ci ne deviennent pas des éléphants blancs ? Il faut d'abord s'assurer que les lieux construits soient bien dimensionnés pour être réutilisés après les Jeux. Donc on a l'exemple de l'Arena, porte de la Chapelle, qui va accueillir des matchs de basket après les JO. Alors bien sûr, pour en arriver là, il a fallu un peu de concertation. La mairie de Paris a mis au pot. L'équipe du Paris Basketball va s'y installer dès que la salle sera reconfigurée après l'été. Et de la même manière, tu as le centre aquatique qui va être transformé pour accueillir des compétitions, mais aussi des groupes scolaires d'apprentissage de nage. Petit rappel, le département de Seine-Saint-Denis est l'un des départements français où il y a le plus d'enfants qui ne savent pas nager. Réussir ces JO en 2024, c'est donc organiser des Jeux sobres. Et vous allez l'entendre, cette préoccupation est au cœur de la stratégie du CIO depuis plusieurs années maintenant. Lors de ma discussion avec Jean-Loup Chaplet, il m'a expliqué le moment où les organes olympiques avaient intégré l'écologie, la durabilité à leurs principes fondamentaux. L'idée que l'écologie est importante a été intégrée par le mouvement olympique en 1994 à l'occasion du congrès de Paris, où le CIO a décidé que l'écologie serait le troisième pilier de l'olympisme à côté du sport et de la culture. Depuis 1994, il y a eu de nombreuses mesures qui ont été prises pour s'assurer que les Jeux Olympiques étaient plus durables. Parce que, effectivement, derrière la protection de l'environnement, il y a la question de la durabilité. Par exemple, des installations sportives construites ou utilisées pour les Jeux. Et puis, à la suite de cette décision, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment l'intégration de la défense de l'environnement dans la charte olympique comme une des missions des COJO. Et tout ce qui concerne le mouvement olympique a été aussi codifié à travers la notion d'héritage qui participe de la durabilité des événements. Sébastien, quand on entend ça, on se dit que pour être véritablement sobre, les Jeux de Paris ne peuvent pas seulement éviter des éléphants blancs. Oui, tu as raison. Et un des gros postes d'émissions de carbone, c'est le déplacement des spectateurs, des athlètes. Et là, bien sûr, c'est difficile d'imposer des modes de transport décarbonés pour acheminer tout le monde. Cependant, la France a l'avantage d'être en Europe et donc connectée à un réseau ferré étendu. Et c'est une grosse différence par rapport à Rio ou Tokyo. Beaucoup de gens peuvent venir en train.
Et puis après, pour les déplacements à l'intérieur de Paris, pendant les épreuves, tu auras 100% des sites de la compétition accessibles en transport en commun. Il y aura des taxis hybrides, des bus adaptés qui vont être mis en place pour les personnes à mobilité réduite. Bref, beaucoup d'efforts pour limiter cette empreinte carbone pendant les JO. Il restera effectivement le petit point noir, l'avion pour aller jusqu'à Tahiti où se déroulent les épreuves de surf. Mais là, on ne peut pas faire vraiment autrement. Ça, c'est pour le transport lors des JO. Est-ce qu'il y a des projets sur le plus long terme ? Oui. J'en vois deux. Le premier concerne la dépollution de la Seine, qui, rappelons-le, doit rouvrir à la baignade pour les athlètes lors des Jeux et à l'été 2025 pour la population générale. Alors, depuis les années 90, plus de 6 milliards d'euros ont quand même été dépensés dans ce sens, avec une accélération, bien sûr, sur la période récente. On ne va pas citer tout ce qui a été fait ces dernières années, mais les stations d'épuration ont été modernisées en amont. Il y a eu le raccordement des péniches au réseau d'assainissement, le creusement du bassin gare d'Austerlitz, beaucoup de choses. Voilà. Par contre, il y a un élément qu'on ne peut pas contrôler, c'est la météo. Donc en fait, cette histoire de baignade dans la Seine, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Il y a des moments où ça sera possible, d'autres non. Mais la qualité de l'eau s'est vraiment améliorée, c'est indéniable. Et on peut le voir par exemple avec le retour de certaines espèces de poissons. Et cet héritage-là devrait perdurer. Et la deuxième chose à laquelle tu pensais ? Alors, ça concerne l'électrification des lieux de compétition. C'est une première à l'occasion des JO. Plusieurs stades et grandes salles de spectacle accueillant les épreuves vont être connectés au réseau électrique national. Elles n'auront donc pas besoin de recourir au fioul pour leur approvisionnement en énergie, ce qui était le cas d'habitude. Dans le milieu du sport et du divertissement, il y a encore un recours régulier aux groupes électrogènes, notamment quand l'enjeu financier est très important, pour certains spectacles, avec une star internationale, par exemple. Mais sans les JO, on n'aurait sans doute pas raccordé aussi rapidement les grandes installations au réseau électrique, parce que ça coûte cher et puis ça ne rapporte pas de revenus supplémentaires. Donc, on espère maintenant que ces bonnes pratiques vont faire tache d'huile. Et au final, Charlotte, oui, Paris pourrait bien réaliser son objectif, avoir un bilan carbone 2 fois plus faible que celui de Londres ou de Rio. On note donc, pour réussir à organiser des JO verts, il faut penser l'après, l'héritage des Jeux. Merci Sébastien pour tes explications et à bientôt. À bientôt. Sébastien Julian, rédacteur en chef adjoint en charge de la rubrique Climat. Chers auditeurs, toutes ces analyses et toutes ces enquêtes sont disponibles sur le site de l'Express. Je ne peux que vous encourager à aller les lire et à vous abonner. La souscription est actuellement au prix d'€1 le premier mois, alors n'hésitez pas. Quant à La Loupe, si vous ne voulez manquer aucun de nos prochains épisodes, il suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Dans la suite de notre série Comment réussir les JO de Paris, on vous parlera encore de sobriété, mais cette fois-ci de sobriété économique. Alors à demain!